Alors c'est une grande question, je crois que je m'en mêle aussi, parce qu'à une époque c'était effectivement, disons au XVIIIe c'était Bibliothèque du Roi, mais après il y a eu donc la période Bibliothèque royale, et je crois qu'on est revenu à un moment à Bibliothèque du Roi, donc c'était assez confus. C'est pour ça que voilà, je vais parfois mélanger les deux adjectifs. Je vous prie de m'en excuser, c'est pas très clair, y compris pour moi. Alors, tout au long de sa vie, Jean-Pierre Abel Rémusat a manifesté une empathie pour la Chine qu'il estimait être la nation la plus puissante, la plus nombreuse, la plus civilisée. Les circonstances politiques ne lui permirent pas d'aller en Chine. À l'annonce que les Européens ne seraient plus reçus à la cour de Pékin, il s'exclame que, si cela se confirmait, les livres seuls nous resteraient, et ce serait sans doute une raison de les compulser avec plus d'ardeur que jamais. C'est ce que fit Rémusat, qui débute seul l'étude du chinois en 1806. Sa relation au livre chinois est donc fondamentale pour comprendre comment cet autodidacte a pu fonder la sinologie académique dans un contexte aussi peu favorable. Je me suis donc tournée vers les livres chinois dont Rémusat s'est tant occupé. Ceux qu'il possédait, ceux qu'il a catalogués, ceux qu'il a traduits, étudiés et publiés et qui se trouvent aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. En parler, c'est embrasser tout l'univers intellectuel de Rémusat. Jusqu'à la fin de sa courte vie, c'est uniquement dans les livres qu'il va puiser la matière de ses recherches. Rémusat se fit l'avocat d'une langue et d'une littérature largement méconnues et méprisées à son époque. Il réussit à faire sortir de leur oubli poussiéreux les livres chinois de la Bibliothèque royale. Espérons que le déplacement actuel de ces livres, loin du site parisien où ils furent collectés pendant plusieurs siècles, ne les précipitera pas dans un nouvel oubli. L'évocation de la figure tutélaire du père fondateur de la sinologie académique ne fournit-elle pas l'occasion de réfléchir, comme lui, sur les conditions d'accès aux sources ? Cette problématique est d'actualité puisque, par un hasard de circonstances concomitantes, plusieurs grands fonds de livres chinois anciens sont, ou seront dans un futur proche, éloignés de leur lieu habituel de consultation. Pour Rémusat, l'accès aux livres, leur disponibilité, leur diffusion, la description précise de leur contenu ont été des obsessions. Rémusat nous a laissé des témoignages sur son pénible apprentissage du chinois. La situation qu'il a décrite est paradoxale, puisque dès la fin du XVIIe siècle et tout au long du siècle suivant, la France s'était placée en position de pionnière des études chinoises, notamment à la suite du passage de 2 Chinois à la Bibliothèque du Roi. Shen Fuzhong, que vous voyez ici, était donc à la bibliothèque en 1686 et 1687, et plusieurs érudits parisiens se réunissent à la bibliothèque autour du missionnaire jésuite Philippe Couplet, qui était revenu avec Shen Fuzhong. Ce premier comité sinologique apprend un peu de chinois et met au point des traductions et des essais. La grande réussite est la publication du Confucius Sinarum Philosophus, dont l'édition, comme indiqué sur sa page de titre, fut achevée à la Bibliothèque du Roi. Le deuxième Chinois qui travailla à la bibliothèque entre 1713 et 1716 s'appelait Arcade Huang Tialiu. Il entreprit un premier catalogue des livres chinois, l'ébauche d'une grammaire, un dictionnaire inachevé et de petits dialogues pratiques. Il enseigna les rudiments de sa langue maternelle à 3 élèves, dont Étienne Fourmont. Ce dernier rédigea plusieurs centaines de notices de livres chinois de la bibliothèque en 1739, avec les titres imprimés en caractères en 1742, ainsi que la première grammaire du chinois publiée en France. Fourmont forma à son tour 2 disciples, Leroux des Hautrets et Joseph de Guignes. Le fils de ce dernier fut mis très tôt à l'étude du chinois, puis envoyé à Canton pour se perfectionner. À cette époque, Louis Langlès était conservateur des manuscrits orientaux. De Guignes fils, rentré de Chine après un séjour de 17 ans, et c'est évident qu'il n'avait pas vraiment très bien appris le chinois, devint son protégé, mais ne lui succéda pas,
rompant la ligne de succession des premiers sinologues attachés à la bibliothèque. Oh, je crois que je suis allée beaucoup trop vite. Malgré les débuts prometteurs des études sur la Chine à Paris plus d'un siècle auparavant, Rémusat nous dévoile la situation d'abandon qu'il constate dans son discours inaugural de 1815. « Nous allons aborder, dit-il, une terre déserte et encore en friche. La langue dont nous nous occuperons dans ce cours n'est connue que de nom en Europe. Nous n'avons aucun modèle à suivre, aucun conseil à espérer. » Il est vrai que le jeune Rémusat arrive au creux d'une vague d'intérêt pour la Chine. La suppression des jésuites et la Révolution ont fait table rase du passé. Les livres arrivés à la Bibliothèque royale ne sont guère consultés comme il le rapporte. Plus de 5000 volumes ont été rassemblés à grands frais à la Bibliothèque du Roi. Leurs titres ont été à peine lus par Fourmont. Quelques ouvrages historiques ont été entr'ouverts par De Guignes et par Déautray. Tout le reste attend encore des lecteurs et des traducteurs. Rémusat œuvrera toute sa vie pour encourager les étudiants à exploiter les fonds méconnus de la Bibliothèque royale. Puisque l'ambition de Rémusat était d'accéder aux livres chinois, il n'est pas inutile de brosser un tableau rapide des ressources disponibles à son époque. La Bibliothèque royale, qui n'avait pas cessé d'engranger des livres chinois depuis la fin du XVIIe siècle, était considérée la meilleure en Europe, comme l'affirme Rémusat. La collection de livres chinois du cabinet du roi est la plus riche de toutes celles qui existent sur le continent. Ce pourrait être, à la Chine même, sinon la bibliothèque d'une ville ou d'une académie, au moins celle d'un particulier instruit. Il y en a quelques-uns de fort rares. La bibliothèque de l'Arsenal, autre institution publique que fréquenta Rémusat, conservait aussi des livres chinois. Il put y étudier un ouvrage bouddhique composé sous les Ming, le Daming Sanzangfa Shu, qu'il décrit comme une somme théologique. Rémusat considère sa lecture indispensable à toute personne, je cite, « avant de hasarder une opinion sur un point quelconque de la doctrine des bouddhistes ». Paris offrait encore d'autres ressources dans des collections privées, comme celle de l'abbé de Tersan, dont l'herbier chinois fut, semble-t-il, à l'origine de la vocation de Rémusat. Le sinologue allemand Jules Klaproth, dont on vient de parler, est une figure controversée de la sinologie européenne du XIXe siècle que fréquenta Rémusat. Il possédait des livres chinois, mandchous, mongols et japonais, notamment achetés pendant un séjour de 10 mois à Irkoutsk. Les ouvrages chinois s'échangeaient et s'achetaient sur le marché parisien, surtout à partir de la deuxième décennie du siècle, lorsque Paris devint la capitale orientaliste de l'Europe, grâce aux efforts de Rémusat. Au début, Rémusat ne put se procurer que quelques éditions des classiques traduits et annotés par les missionnaires. Et là, voilà un exemple du Lu-Nu publié par ces missionnaires. Alors, la date exacte à laquelle il accéda à ces ouvrages n'est pas évidente. En tout cas, dans cet ouvrage, on voit que chaque caractère est suivi de sa prononciation en transcription avec le ton, et le texte est suivi de sa traduction. Il disposait aussi de 2 encyclopédies, dont le Sansai Hui, auquel il aura souvent recours. Pendant les 2 décennies suivantes, Rémusat augmente patiemment sa collection personnelle, qui sera dispersée, à sa mort, entre les différents protagonistes de la scène sinologique naissante. La plupart de ces livres passèrent de main en main avant que certains n'entrent à la bibliothèque. Suivre leurs traces tient du jeu de piste, auquel Henri Cordier s'est exercé. Sur le site Gallica de la BNF, on peut consulter sa notice sur l'exemplaire de l'Arte de la Lengua Mandarina, composé en 1703 par Francisco Varro, possédé par Rémusat. Cordier arrive à démêler que l'ouvrage passa de Montucci à Clapro, puis à Rémusat, ensuite à Landrès, puis à Villot, qu'il fut revendu à un libraire et acheté par Tonnelier, puis revendu à un autre libraire avant d'aboutir à la Bibliothèque nationale. Je prendrai comme autre exemple la copie manuscrite du fameux dictionnaire Sinico Latinum du père Basile de Glémona ou Basile de Gémone. En plus du sceau de Rémusat, que vous voyez en bas à droite, 2 notes manuscrites attestent de son appartenance. Le livre fut racheté à sa mort par Clapro
Klaproth, et à la mort de celui-ci par le libraire Duprat, qui le revendit à Guillaume Potier, et à la mort de ce dernier, il fut racheté par un libraire qui le revendit à la bibliothèque en 1874. La vente de la bibliothèque de Stanislas Julien en 1840 mit sur le marché 115 titres, représentant presque 3700 fascicules. 3 ouvrages de Rémusat en mandchou furent achetés par le département des manuscrits, dont une copie trilingue incomplète de la main de Rémusat, en mandchou, chinois et latin, de la Brevis Relatio. Là, voilà des images du dictionnaire de Glemona. Et voilà donc l'ouvrage dont je viens de parler. Cette copie avait d'abord été offerte par Rémusat à son ami Jean Day. Les titres académiques de Rémusat y sont joliment mis en forme triangulaire. Certains de ces livres entrèrent tardivement à la bibliothèque. C'est le cas pour 7 documents regroupés sous le titre « Travaux d'Abel Rémusat » qui furent acquis en 1869. On y reconnaît son exemplaire personnel des éléments de la grammaire chinoise, car son sceau est apposé en rouge, ainsi qu'un vocabulaire bouddhique, un document intitulé « Religion de Bouddha », une Uranographia Mongolica, un vocabulaire fan, un vocabulaire mongol, etc. Et on voit parmi donc ces acquisitions... Là, j'ai un petit peu de retard, c'est l'ouvrage de grammaire que publia Rémusat en 1822 et dont l'exemplaire était en sa possession. Et on voit ici qu'il a ajouté des notes, différentes notes. Et voilà ici donc l'ouvrage qui a été acquis plus tardivement en 1869. Et qui montre donc une table des constellations en sanskrit, mongol, chinois et mandchou. C'est dire l'ampleur du champ couvert par l'œuvre de Rémusat. L'indice le plus sûr pour identifier les livres personnels de Rémusat est la marque de l'un des sceaux chinois que Rémusat se plaît à apposer à la manière des lettrés. Rémusat adopta très tôt un nom chinois, celui de Mingke-zi. Il l'écrit Mingke-zi. Il disposait d'un tampon gravé du caractère Ming, qu'il traduit par « lumière », qu'il appose dans sa correspondance avec son ami de cœur, Jean Day, entre 1807 et 1809. Et voilà encore une autre lettre où il a appliqué le tampon. On remarque ce même tampon sur plusieurs autres livres dont on peut penser qu'il lui appartenait à cette époque de sa vie. C'est le cas pour la deuxième partie d'une édition incomplète du Mongzi de 1589. Le premier feuillet manquant est remplacé par un feuillet copié en chinois par Rémusat que l'on voit à droite sur cette image. L'ouvrage suivant est un manuscrit de la main de Rémusat, la traduction avec correction des Elementa Linguae Tartaricae du Perverbiste par Rémusat en 1809. Le tampon Ming a été apposé en rouge au début et à la fin du manuscrit, qui fut l'un de ses manuels d'apprentissage du mandchou. Rémusat semble avoir abandonné son premier nom chinois pour celui de Abor, une transcription phonétique de Abel. Là, donc encore un exemple d'une page de cette grammaire mandchoue copiée par Rémusat. Et voilà donc la page de titre de l'ouvrage de 1822 où apparaît son nom en chinois et également toute la présentation d'un livre chinois du XIXe siècle publié dans le sud de la Chine. Rémusat avait conscience des aspects matériels et esthétiques du livre chinois, comme certaines pages de titre, comme celle-ci, publiée à l'imprimerie royale en 1822, qui est un véritable pastiche. L'imprimerie royale est traduite par Yushulo, à gauche, bâtiment des livres impériaux. Le nom de Rémusat figure en chinois avec ses sceaux en noir à l'intérieur et autres détails que je ne mettrai pas au compte de la chinoiserie, mais plutôt à celui de son admiration pour la culture chinoise. Au début de son apprentissage du chinois, Rémusat souffrit de se voir interdire l'accès au dictionnaire bilingue de la bibliothèque impériale. Privé de ses ressources, je n'ai même pas eu le secours d'un dictionnaire de la bibliothèque impériale, écrit-il. Ce malheureux épisode doit être replacé dans le contexte de la publication du dictionnaire chinois qui était devenu un projet national et dont a parlé Madame Landry-Deron. Ce projet avait été confié par un décret au jeune de Guigne.
Pour lui donner toutes ses chances, Langlès lui confia les dictionnaires bilingues les plus utiles. Un étudiant de médecine, Rémusat, surgi de nulle part, ne pouvait venir entraver la réussite d'un ouvrage destiné à rehausser le prestige de la France. Rémusat continuait néanmoins à fréquenter la bibliothèque où il finit par obtenir un lot de consolation qu'il rapporte, non sans ironie. Toutes les traductions et recherches que j'ai dû faire ont été exécutées avec les dictionnaires que je me suis fait d'après mes propres observations. Voilà une page du dictionnaire de Guignes qui sera publié en 1813. Je continue donc la citation de Rémusat. Donc toutes les traductions ont été exécutées avec les dictionnaires que je me suis fait d'après mes propres observations ou à l'aide de quelques volumes du Zhangzitong et du Qingwendian, dont j'ai dû la communication à l'extrême complaisance de M. Langlès. La générosité de Langlès venait de ce que la bibliothèque avait plusieurs doubles de ses ouvrages. Même pour le Zhangzitong, on a 10 exemplaires. Les sinologues apprécieront les difficultés qui ont dû m'arrêter en traduisant des textes chinois avec un dictionnaire tout chinois et comprendront qu'il a dû m'arriver souvent, en y cherchant des caractères que je n'entendais pas, de les trouver rendus par des caractères que je n'entendais pas du tout. Cet apprentissage par résolution d'énigmes successives fait un peu de Rémusat le Champollion des études chinoises. Après sa nomination au Collège royal, Rémusat fut rapidement chargé du catalogue chinois de la Bibliothèque royale, ce qui n'a rien de surprenant. Le même personnel pouvait travailler au catalogue des livres orientaux à la bibliothèque et enseigner les langues de ses manuscrits au Collège royal. Dans le domaine oriental, nombreux sont ceux qui l'ont fait, comme Étienne Fourmont, nommé au Collège pour l'arabe, son frère Michel pour le syriaque, Déautray pour l'arabe, Joseph de Guignes aussi pour le syriaque. Toujours au XVIIIe siècle, on compte plusieurs tentatives pour rapprocher l'enseignement délivré au Collège royal de la bibliothèque, où étaient conservés les manuscrits. Un arrêt fut pris en 1724 pour que les professeurs du collège rejoignent la rue Vivienne. Cette décision fut mal accueillie par les professeurs qui publièrent les motifs de leur refus dans quelques feuillets adressés au roi. La dernière tentative de fusion en 1794 n'aboutira pas plus que les précédentes, mais accélérera la création l'année suivante d'une deuxième institution d'enseignement, l'école spéciale des langues orientales vivantes, qui fut installée dans l'enceinte même de la bibliothèque. Renouant avec la tradition pré-révolutionnaire, Rémusat et Stanislas Julien partageront quant à eux leurs fonctions entre les deux institutions publiques du collège et de la bibliothèque. Rémusat eut la satisfaction de voir ses efforts couronnés de succès et l'enseignement du chinois se trouva officialisé au Collège royal. Je souhaite néanmoins brièvement rappeler qu'on y avait déjà antérieurement proposé un enseignement de chinois officieux. Sur l'affiche du collège pour l'année scolaire 1733, on lit qu'Étienne Fourmont enseigne l'arabe 3 jours par semaine. Le journal historique sur les matières annonce que Fourmont enseignait aussi le chinois au collège la même année, exposant les principes de la grammaire chinoise et l'étude textuelle du Daxue. L'enseignement avait lieu les mêmes jours, l'arabe à 8h du matin et le chinois à partir de 10h. La carrière de Rémusat est liée à la bibliothèque royale qu'il fréquenta très jeune comme lecteur, puis comme chargé du catalogue chinois par un arrêté de 1816, avant d'accéder aux fonctions de conservateur du cabinet des manuscrits orientaux de la Bibliothèque du Roi à la mort de Langlès en 1824. Enfin, comme président du conservatoire de la bibliothèque jusqu'à sa mort en 1832. Plusieurs catalogues manuscrits de ces notices sont conservés. Ils comportent peu de notices détaillées et un grand nombre de feuillets vierges. On serait porté à croire que Rémusat n'y a pas consacré beaucoup d'ardeur ou de temps, occupé qu'il était à d'autres tâches plus brillantes, comme l'enseignement au collège et la préparation de ses publications savantes. Ces catalogues ont depuis longtemps cessé d'avoir une utilité. Dans la perspective de ma participation au présent colloque, j'ai rouvert ces volumes et il m'a semblé que, contrairement à l'impression première, l'œuvre de Rémusat se comprenait beaucoup plus clairement à la lumière de ces catalogues. Rémusat dit lui-même que, puisqu'enfin tant de volumes devaient être, la plupart pour la première fois, remués et parcourus, il était possible de saisir cette occasion pour placer la littérature chinoise en un plus grand jour et en rendre le monument accessible à un plus grand nombre de lecteurs, et, que sait-on, peut-être attirer de nouveaux ouvriers dans ce champ encore inculte, en leur montrant la richesse de la moisson qu'on est appelé à recueillir. Cet objectif
concordait parfaitement avec ses activités de professeur et d'éditeur de textes. Rémusat avait d'abord envisagé d'établir une simple liste, que vous voyez ici. Il modifia bientôt ce projet pour entamer un catalogue, incluant, outre les mentions de titres et d'auteurs, des informations sur le contenu, la traduction de la table des matières et parfois de quelques extraits. Sa besogne fut considérablement alourdie quand la bibliothèque exigea qu'il réalise un catalogue unique pour l'ensemble des livres chinois. Il n'était pas question pour lui de recopier simplement le catalogue de son prédécesseur, Étienne Fourmont, qui fourmillait d'erreurs. Rémusat imagina ensuite un projet plus vaste, inspiré des sections bibliographiques du Wenjian Tongkao, l'examen général des textes et documents, un ouvrage encyclopédique du XIIIe siècle que Rémusat admirait profondément. Il modifie à nouveau son projet. Les livres de la bibliothèque ne formeront qu'une petite partie d'un catalogue général de la littérature chinoise. Dans ces conditions, on comprend que ce projet ambitieux, mais irréaliste en termes de moyens, ne pouvait aboutir. En succédant à Langlès à la tête des manuscrits orientaux de la Bibliothèque royale, Rémusat dresse un bilan peu glorieux de son prédécesseur. Il trouve des livres déposés au hasard à mesure de leur arrivée, ouvrages, je cite, sans distinction de langue, sans catégorie, sans catalogue, souvent même sans notice et sans numéro, entraînant désordre et confusion. D'après sa première liste élémentaire, on voit que Rémusat eut à trier des livres, mais aussi des liasses, des paquets mêlés et des livres dépareillés, ceci en toutes langues confondues, chinois, mandchou, japonais et langues européennes. Quant au classement, écrit-il, il n'est pas besoin d'en chercher d'autres que l'ordre même que les Chinois ont adopté. La BNF conserve 3 états de son catalogue, dont aucun n'est complet, puisqu'il s'agissait d'un travail inachevé en cours de rédaction. Ces ouvrages attestent néanmoins que Rémusat avait examiné, au moins brièvement, une très grande quantité de livres. Certaines notices sont extrêmement détaillées, comme celle de la grande encyclopédie impériale chinoise du XVIIIe siècle, le Gujin Tushu Jicheng, dont la bibliothèque possédait déjà plusieurs sections. Certaines notices portent des informations qui semblent cryptées. Alors si quelqu'un a des idées, moi je suis très perplexe, je trouve assez souvent des indications comme ça qui parcourent les catalogues. On sera convaincu de l'effort fourni par Rémusat en consultant le catalogue et le fichier portant sur une grande encyclopédie japonaise, ainsi qu'un autre catalogue sur fiche du Qingwendian que l'on peut consulter en ligne sur le site Gallica de la BNF. La tâche de catalogage était ardue et laborieuse. Rémusat publie sans attendre l'achèvement du catalogue un résumé des principaux ouvrages de la bibliothèque dans un mémoire de 1818, où il corrige aussi les multiples erreurs du catalogue de Fourmont. Ce mémoire permet de retracer les étapes de son travail à partir de la mise en ordre de quelques 2000 fascicules acquis depuis 1742. Ceci m'amène à mentionner une particularité des ouvrages chinois de la Bibliothèque nationale de France qui ne manque pas de surprendre tous les lecteurs chinois. C'est qu'un livre chinois se présente sous un aspect européen. Nous devons cette métamorphose à Rémusat. Les collections chinoises étaient, semble-t-il, quotidiennement consultées, puisque les efforts de Rémusat commençaient à porter leurs fruits. Mais cette situation nouvelle présentait des risques. Pour les sauver des périls qui les guettaient, Rémusat décide de les faire relier, comme il s'en explique. Les livres chinois, objets ici d'une négligence toute particulière, ne pouvaient être oubliés. Plusieurs réclamaient les précautions les plus urgentes si l'on voulait les préserver d'une destruction totale. Ces livres, distribués pour la plupart en petits cahiers nombreux, cousus avec de la soie, couverts avec du papier, sont plus exposés que tous les autres à être dérangés, confondus, dépareillés, altérés par la poussière et l'humidité. Le plus sûr est de réunir tous ces cahiers en volumes reliés à la manière européenne, de telle sorte que, fixés pour toujours dans l'ordre convenable, ils ne puissent plus se séparer, se déchirer ou se perdre. Il envoie immédiatement les plus précieux d'entre eux, qui seront reliés au chiffre du roi Charles X. Ici, donc, parmi les ouvrages qu'il considérait les plus précieux sont les 2 grandes collections. Ici, c'est uniquement le premier volume, 2 grandes collections du Wenjian Tongkao. Et ça me permet de parler donc des ouvrages favoris de Rémusat, dont ce Wenjian Tongkao de Ma Duanmin, déjà cité, qui est d'ailleurs l'un des textes qui a retenu le plus d'attention des Européens au XVIIIe siècle. Rémusat s'y plonge aussi et ne cesse d'admirer cet ouvrage qu'il cite souvent. On peut dire que cet excellent ouvrage vaut à lui seul toute une bibliothèque
et que quand la littérature chinoise n'en offrirait pas d'autres, il vaudrait la peine qu'on apprit le chinois pour le lire. Je ne reviens pas ici sur l'intérêt exceptionnel d'un ouvrage intitulé Foguoji, qui rapporte le récit du voyage en Inde du pèlerin chinois Fa Xian entre 399 et 412. Il vient d'être entièrement retraduit sous le titre « Mémoires sur les pays bouddhiques » par Jean-Pierre Drège. Cette nouvelle édition remplace la traduction forcément obsolète, mais son importance historique demeure, puisque Rémusat a été le premier à en faire la traduction, suivi ensuite par divers spécialistes en Occident. J'ai retrouvé l'exemplaire qui avait servi à Rémusat pour sa traduction au fascicule 17 d'une grande collection de textes intitulée Jindai Bishu, publié vers 1630 et qui fut spécialement acheté en 1723 pour la Bibliothèque du Roi par le consul français à Canton à cette époque. Cette collection était familière à Rémusat et lui permet de corriger la notice fantaisiste de Fourmont pour qui l'ouvrage était un recueil de monuments relatifs à la Kabbale. C'est encore à la bibliothèque que Rémusat découvre assez tardivement, après l'avoir beaucoup cherché, la Notitia Linguae Sinicae, écrite vers 1729 par le père Joseph de Prémare. Celui-ci avait envoyé son manuscrit à la bibliothèque, mais malheureusement, Fourmont l'avait gardé en sa possession, afin que cette grammaire ne porte pas ombrage à celle qu'il préparait lui-même. L'ouvrage de Prémare, voilà encore une page du Foguoji sur lequel Rémusat a travaillé. On voit qu'il a mis des petits points de ponctuation qui sont faits au crayon de papier, donc c'est évidemment une main européenne qui a fait la ponctuation et probablement donc Rémusat. L'ouvrage donc de Prémare, rapporte Rémusat, est resté oublié jusqu'à ce que j'ai retrouvé au cabinet des manuscrits orientaux, en dépit du conservateur d'alors, l'original de la Notitia Linguae Sinicae. Il en établit une copie et un index qu'il destine à la publication par mesure de précaution. Du moins est-on par là garanti, pense Rémusat, de la crainte qu'on pouvait avoir qu'un manuscrit si précieux ne vint un jour se perdre ou se détruire. Rémusat précise que le manuscrit que possède la Bibliothèque du Roi est en 3 petits volumes et non en 5, comme le dit Fourmont, croyant à une nouvelle erreur de Fourmont. À défaut de bien connaître le chinois, Fourmont savait compter. Et ce dont Rémusat ne se doutait pas, c'est que son cher ami Klaproth avait entre-temps subtilisé 2 des volumes à la bibliothèque. À celui qui s'engagera dans l'étude du chinois, Rémusat prédit, je cite, que tous les trésors de la littérature chinoise seront à sa disposition et, s'il lui est possible de fréquenter la bibliothèque du roi, 5000 volumes s'offriront à lui, la plupart n'ayant pas encore été ouverts, remplis de notions aussi neuves qu'importantes et renfermant presque tout ce que les Chinois ont de meilleur. Cette mine si précieuse et presque intacte suffirait pendant 50 ans aux travaux de 20 personnes studieuses. Rémusat a montré une grande compréhension pour la littérature chinoise. Il a notamment été le premier à comprendre l'importance de la discipline bibliographique en Chine, cette branche du savoir que les Chinois appellent Moluxue. Rémusat écrit que la bibliographie chinoise était une science à créer. Le travail de catalogage qu'il avait entrepris, loin d'être secondaire, constituait au contraire le canal d'irrigation de son travail de sinologue, ce dernier étant, s'il faut donner une définition à sinologue, tout chercheur qui travaille à partir des sources originales chinoises. Cela lui a donné l'occasion de brasser une large portion de matière textuelle et d'être capable de traiter une grande variété de sujets puisés aux meilleures sources. Le laborieux travail de fond qu'il a mené n'amoindrit en rien le génie précoce qu'on peut lui reconnaître, mais cela explique mieux l'œuvre de Rémusat et les fondations solides sur lesquelles son génie a pu s'exprimer. Je voudrais conclure en disant que si Abel Rémusat a pu fonder la sinologie moderne, c'est grâce à la rigueur de son engagement intellectuel, mais c'est aussi parce qu'il existait en France, à la Bibliothèque royale, une collection exceptionnelle de livres chinois. Je vous remercie.